Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis vraiment contente de vous retrouver car il s'agit de la 100e vidéo de cette chaîne YouTube. C'est un truc de dingue, c'est passé beaucoup trop vite. Merci d'être là, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment plaisir, ça me motive à continuer et j'ai toujours envie de trouver des histoires que vous ne connaissez pas. Petit défi personnel avant la fin de l'année, j'aimerais bien qu'on atteigne les 2000 abonnés. Et pourquoi pas 2022 en fait? Ce serait symbolique de finir l'année 2022 avec 2022 abonnés. Bon, après si vous êtes plus, bien évidemment, je vous accepte aussi. Donc si jamais vous n'êtes pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si vous voulez partager la vidéo, la chaîne à tout hasard, franchement, faites-vous plaisir. Aujourd'hui, on parle de Charles Cullen. Et non, il ne fait pas partie de la famille du fameux Edward, vous savez, ce vampire apprécié de tous dans les livres et les films Twilight. Il n'a rien à voir avec Edward. Bien que ce dernier soit un vampire, je suppose que vous auriez peut-être préféré que je vous raconte son histoire. Mais non, aujourd'hui on parle de Charles Cullen qui est un tueur en série et il est certainement le plus prolifique du New Jersey. Charles Cullen naît le 22 février 1960 à West Orange, dans le New Jersey, donc aux États-Unis. Il est le plus jeune d'une famille ouvrière de 8 enfants. Son père, qui était chauffeur de bus, décède à l'âge de 56 ans, le 17 septembre 1960. Charles Cullen ne l'a pas vraiment connu puisqu'il n'avait même pas un an lorsque son père est décédé. Sa mère Florence est femme au foyer, donc elle s'occupe la plupart du temps de ses enfants. Selon Cullen, il a eu une enfance misérable. Il se faisait maltraiter par ses camarades et à l'âge de 9 ans, il a essayé de mettre fin à ses jours en ingérant des produits chimiques. Wow, alors déjà, 9 ans, c'est tôt pour penser à mettre fin à ses jours. Et en plus de ça, pourquoi il avait accès à ça chez lui? Normalement, ce genre de produits chimiques, parce que je ne sais pas vraiment ce qu'il a pris, on met ça en hauteur, on met pas ça à portée des enfants. Bon, peut-être qu'il était déterminé, qu'il a pris un tabouret, une chaise, je ne sais pas, mais c'est quand même assez choquant qu'il ait pu avoir accès à ça. En fait, Cullen aurait volé les produits chimiques dans le laboratoire de son école, et je trouve ça limite plus choquant car personne ne s'est rendu compte qu'un enfant était en train de les voler, et visiblement, ça avait l'air plutôt simple de voler ces produits-là. Et ce n'est pas sa seule tentative, puisqu'après celle-ci, il a essayé 19 autres fois. Le 6 décembre 1977, la vie de Cullen prend un nouveau tournant. Sa mère décède dans un accident de voiture. Il est complètement dévasté, d'autant plus que sa mère était la seule personne qui s'inquiétait réellement pour lui et qui prenait soin de lui. Ce qui l'énerve encore plus, c'est que visiblement, lorsqu'elle est décédée, l'hôpital l'a appelée mais ne lui a pas tout de suite dit qu'elle était morte. Donc ça l'énerve encore plus. Cullen décide de quitter le lycée et en avril 1978, il s'engage dans la marine américaine et il rejoint les troupes sous-marines. Il est dans le sous-marin USS Woodrow Wilson, c'est un sous-marin destiné à l'attaque et qui possède des missiles Poséidon. Il devient sous-officier de 3e classe, cependant Cullen il ne se sent pas vraiment à sa place, il n'aime pas trop ce qu'il fait. La seule chose qu'il aime, c'est lorsqu'il regarde et qu'il aide le médecin du sous-marin à vacciner les autres soldats. Ce qui l'intéresse réellement, c'est le domaine médical et un jour, lorsqu'il doit assurer sa garde, il décide de s'habiller en vêtements chirurgicaux et de mettre des gants en latex et d'assurer sa garde comme ça. Il avait bien sûr volé tout ça dans le cabinet médical. Je ne sais pas si c'est pour cette raison ou non qu'il est transféré sur un autre navire. Il est transféré sur un navire de ravitaillement, l'USS Canopus. Il reste sur ce navire jusqu'à la fin de son service, donc jusqu'à la fin des 6 ans. À noter que pendant ces 6 ans de service, il a essayé plusieurs fois de mettre fin à ses jours, donc il est passé plusieurs fois par la case psychiatrie de la Navy, histoire de voir que tout était ok et qu'il ne recommencerait pas. Le 30 mars 1984, il obtient son congé médical. Donc il arrête totalement la Navy. Et il change de carrière puisqu'il s'inscrit à la Mountainside Hospital School of Nursing qui est située à Glen Ridge dans le New Jersey. Il est bien plus heureux comme ça et il devient même le délégué de sa classe. Dans sa classe, il rencontre Adrienne Taube et après 6 mois de fréquentation, ils se marient en 1987 et ensemble, ils auront 2 filles. En 1988, après ses études d'infirmier, Cullen obtient son premier emploi dans l'unité des grands brûlés du centre médical St. Barnabas à Livingston.
Plus tard, lorsqu'il sera interrogé, il avouera aux détectives Dan Baldwin et Tim Brown qu'en juin 1988, il a commis le premier de ces nombreux meurtres dans cet hôpital. Sa première victime était le juge John Nyengo. Il a été admis après avoir subi une réaction allergique aux anticoagulants et Cullen lui a injecté une quantité d'insuline beaucoup trop importante, ce qui l'a tué. Pendant qu'il travaille à Barnabas, Cullen tue une douzaine de patients supplémentaires. Ce qui est fou, c'est que certains de ses collègues commençaient à le soupçonner, mais rien ne prouvait qu'en effet, il tuait des patients. En 1992, c'est la direction qui commence à avoir des soupçons. En effet, il remarque que des sacs servant aux injections intraveineuses sont contaminés. Mais là encore, rien ne peut être prouvé. De toute façon, c'est trop tard. Cullen, qui avait senti le truc, il est déjà parti. Dorénavant, il travaille à l'hôpital Warren à Phillipsburg. Dans cet hôpital, on le soupçonne d'avoir injecté à 3 femmes âgées du digoxine. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais alors, qu'est-ce que le digoxine? Hop là, petite lunette de chimiste, ça fait tout de suite beaucoup plus intelligente. Ce médicament appartient à la famille des digitaliques. En gros, il agit sur le cœur et il permet essentiellement de renforcer les contractions, mais aussi de ralentir le rythme lorsque ce dernier est trop excessif. Vous vous en doutez certainement, en surdose, il ralentit considérablement le rythme cardiaque, allant jusqu'à arrêter le cœur, ce qui entraîne la mort du patient. Hop, partie scientifique, terminée. En interview, Cullen explique qu'il aimait ce médicament puisqu'il était puissant et rapide. En janvier 1993, sa femme demande le divorce. Elle l'avait déjà dénoncé 2 fois pour violence domestique et en plus de ça, visiblement, il était aussi violent sur le chien de la famille. Peu de temps après, Cullen se met à stalker une de ses collègues, Michelle Tomlinson. Il va même jusqu'à s'introduire chez elle dans la nuit par effraction lorsqu'elle et son fils de 6 ans sont en train de dormir. Après avoir été arrêté, il plaide coupable d'intrusion et il reçoit une probation d'1 an. Il est un peu partagé car son métier lui plaît, mais d'un autre côté, il en a un petit peu marre. Cependant, comme il doit payer la pension alimentaire à son ex-femme pour ses enfants, il est contraint de continuer à travailler comme infirmier. Cullen quitte son emploi à l'hôpital Warren et commence à travailler à l'unité de soins intensifs du centre médical Hunterdon à Flemington. Il a tué au moins 5 personnes au cours de ses 9 derniers mois d'emploi. Dans le même temps, les policiers commencent à enquêter sur la mort d'Helen Dean, une patiente de 91 ans qui est décédée d'une crise cardiaque. L'autopsie révèle l'utilisation de 100 médicaments différents, cependant le digoxine n'est pas retrouvé. Cullen travaille ensuite au Morristown Memorial Hospital, cependant en août 1997, il est licencié à cause de mauvaises performances. Il retrouve un emploi au Liberty Nursing and Rehabilitation Center à Allentown, et ça c'est situé en Pennsylvanie. En octobre 1998, il est viré car il a donné des médicaments qui n'étaient pas prescrits à des patients. Cullen travaille ensuite à l'hôpital Easton de novembre 1998 à mars 1999. Et à partir du 31 décembre 1998, il fait l'objet d'une enquête interne pour la mort d'un patient. Le patient en question est Ottomar Schramm, qui est âgé de 78 ans. Il a souffert d'une crise d'épilepsie et a été empoisonné à la digoxine. La question qu'on se pose quand même, c'est pourquoi Cullen a encore sa licence d'infirmier et pourquoi il continue d'exercer, puisqu'il y a quand même beaucoup des hôpitaux dans lesquels il a travaillé, mais aussi beaucoup de ses collègues qui ont des soupçons sur lui. Il y a 2 raisons à ça. La première raison, c'est qu'il y a un manque d'infirmiers à l'échelle nationale, donc on ne peut pas se permettre de révoquer un infirmier comme ça. En plus de ça, il y a un manque de preuves, donc on ne peut pas accuser quelqu'un sans réelle preuve. La deuxième raison, c'est qu'à l'époque, il n'existe pas de registre permettant de suivre les infirmiers qui ont ou qui ont eu des problèmes mentaux. Il faut dire aussi que Cullen est quelqu'un qui présente bien et comme il aime bien et qu'il fait bien son travail, on accepte facilement de lui donner le poste. De mars 1999 à juin 2002, Cullen travaille dans 2 autres hôpitaux. L'hôpital Lehigh Valley dans le canton de Salisbury en Pennsylvanie et l'hôpital St. Luke à Fountain Hill aussi en Pennsylvanie. Comme je vous l'ai dit, Cullen s'en sort toujours, donc sa licence d'infirmier reste intacte en Pennsylvanie mais aussi dans le New Jersey. En septembre 2002, il retourne dans le New Jersey, il travaille à Somerville dans le centre médical Somerset.
Il y commet la plupart de ses meurtres confirmés, on en dénombre au moins 13. À partir de 2003, son comportement criminel devient de plus en plus visible. En effet, Cullen commence à consulter les dossiers des patients qu'il ne suit pas et il leur prescrit même des médicaments qui ne sont pas prescrits de base. Donc ça devient de plus en plus bizarre puisqu'il s'occupe des patients des autres infirmiers en leur donnant des médicaments qui n'ont pas lieu d'être donné. En juillet 2003, l'hôpital est informé qu'il y a probablement un ange de la mort actif au sein de leurs effectifs. C'est le directeur du New Jersey Poison Information and Education System qui a vu des surdoses suspectes et qui donc en a informé l'hôpital. Et vous savez quoi? La direction signale ce cas en octobre, pas avant. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Fallait le faire directement, fallait pas attendre octobre. Le 31 octobre, Cullen est licencié, mais ça n'a rien à voir avec ça. Il est licencié car il aurait menti sur sa demande d'emploi. On va parler d'Amy Loughren. En effet, c'est grâce à elle que Cullen a été arrêté. Amy Loughren le croise pour la première fois en 2003. C'est sa collègue infirmière de nuit aux soins intensifs au Somerset Medical Center. Avec elle, Cullen est très gentil, puisqu'il l'aide non seulement à dissimuler sa cardiomyopathie à leurs employeurs, de peur qu'elle ne perde son emploi, mais aussi Cullen l'assiste à la maison avec ses filles. Tout change lorsque Dan Baldwin et Tim Brown arrivent à l'hôpital. Ce sont deux enquêteurs. Ils expliquent tout à Amy et lui demandent de les aider. Au début, elle ne veut pas croire que Charles, qu'elle appelait Charlie, puisse être un monstre aussi odieux, mais elle accepte tout de même de rencontrer Cullen une nouvelle fois dans un restaurant et ça se passe le 12 décembre 2003. À ce moment-là, elle porte un micro sur elle et c'est la première fois qu'elle voit en lui le tueur qu'il est réellement. Elle est terrifiée, mais elle se dit que pour toute la vie des patients qu'il a ôtés, elle se doit d'être forte et de le faire avouer. Le 14 décembre 2003, Cullen est arrêté à la suite d'une enquête qui a été menée pendant 2 mois sur lui. Cullen est accusé du meurtre du révérend Florian Gall et de la tentative de meurtre de Jin Kyung-han. Cullen n'oppose aucune résistance, il plaide coupable, il avoue les 2 meurtres et en plus de ça, il avoue aussi d'autres meurtres pendant toutes ses années de service dans les différents hôpitaux. Il avoue entre 30 et 40 meurtres, mais aussi 6 tentatives de meurtre durant ses 16 années de carrière en tant qu'infirmier dans les différents hôpitaux. Cependant, selon lui, il ne se rappelle pas de tous ces meurtres, donc il est fort probable qu'il y en ait eu plus. Certains pensent même que son nombre de meurtres se compte par centaines. Alors j'ai pu lire 400, ça me paraît quand même énorme, mais voilà, sachez qu'il en a certainement tué plus que 100. 400, je ne sais pas, mais en tout cas plus que 100. En avril 2004, Cullen évite la peine de mort grâce à une négociation de plaidoyer avec l'accusation. Le 2 mars 2006, il est condamné pour 22 meurtres à 11 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le 10 mars, il est condamné à 6 peines supplémentaires. Actuellement, il peine sa purge à la prison d'État du New Jersey à Trenton. Cullen a le culot de dire que selon lui, les directions des hôpitaux sont à blâmer puisqu'elles auraient dû l'empêcher de tuer autant de personnes lorsqu'elles en avaient l'occasion. Il a également affirmé, comme la plupart des anges de la mort, que s'il avait fait ça, c'était pour abréger les souffrances de ses victimes. On a déjà vu ce cas de figure la semaine dernière avec White Loafer. Si vous n'avez pas vu la vidéo, petit i. Ces meurtres et le fait qu'il ait pu se déplacer d'hôpitaux en hôpitaux sans éveiller les soupçons, ça a quand même un peu remis en cause le système juridique américain, notamment au niveau des hôpitaux. Les sanctions infligées aux hôpitaux pour avoir omis de signaler un décès suspect deviennent de plus en plus sévères. Les hôpitaux qui dénoncent les faibles performances du personnel ont maintenant des meilleures options de défense juridique. Les travailleurs hospitaliers sont tenus de se soumettre à des vérifications d'antécédents juridiques, mais aussi d'enregistrer leurs empreintes digitales. Pour que vous sachiez, aujourd'hui, Amy Loughren mène une vie heureuse, saine et stable à DeLand, donc c'est en Floride. Elle est avec ses 2 filles. Elle a pu bénéficier de la chirurgie cardiaque dont elle avait besoin vers le milieu des années 2000. Elle n'a pas perdu son emploi. Et aujourd'hui, en plus d'être infirmière professionnelle, elle est aussi guérisseuse spirituelle et énergétique. Vous l'avez certainement vu en ce moment, mais il y a un film sur Netflix qui retrace son histoire, qui s'appelle The Good Nurse. Juste pour info, avant d'être un film sur Netflix, c'était un livre. The Good Nurse a été écrit par le journaliste Charles Graber
scolaire et il est sorti en 2013. Et le journaliste a fait un travail remarquable puisque pendant des années, il a parlé avec Charles Cullen afin de savoir pourquoi il avait fait tous ces crimes, afin de comprendre en fait ce qui l'avait poussé à agir, mais aussi comment il avait fait pour s'en sortir pendant plus de 15 ans. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que l'histoire vous aura plu. C'est la deuxième semaine où on parle d'un ange de la mort, la semaine dernière c'était une femme. Cette semaine, c'est un homme. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette 100e vidéo. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour la 101e vidéo. Et ça va continuer comme ça pendant encore longtemps.